Bienvenue. Bonjour à tous. Merci d'être présents. On a eu quelques bugs informatiques pour les inscriptions, donc nous en excusons. Vous avez une exposition de photographies dont le photographe souhaite qu'il n'y ait aucune photo qui soit prise. C'est Jérôme Deya, vous pouvez le contacter et il est prêt à diffuser son exposition, mais par d'autres moyens que des photos qu'on puisse prendre dans le hall. Donc j'ai le plaisir d'ouvrir aujourd'hui cette troisième journée internationale sur l'innovation, la recherche, l'éducation, la santé sexuelle et aux droits humains, qui est organisée par la chaire de l'UNESCO, dont je suis le responsable. Et nous avons le parrainage du ministère des Solidarités et de la Santé, de la secrétaire d'État à l'handicap, et nous allons introduire immédiatement le secrétaire général du comité interministériel de l'handicap présent, M. Étienne Petit-Mangin. À vous. Merci d'être là. Oui, vous pouvez rester là. Bonjour. Je suis ravi d'être là ce matin avec vous pour ouvrir vos travaux au nom de la secrétaire d'État chargée du handicap, Madame Sophie Cluzel. Si elle n'était pas retenue par son déplacement à Lima, elle est précisément en train de rentrer ce matin, elle aurait souhaité être là, car le sujet qui vous occupera aujourd'hui est tout à fait essentiel par rapport au respect des droits des personnes en situation de handicap et par rapport aussi à l'ambition du gouvernement, de ce gouvernement, pour construire une société véritablement inclusive. L'accès à une vie affective et sexuelle interroge avant tout la qualité du lien dans notre société. Dans l'ouvrage de Charles Gardou, Société inclusive, parlons-en, il y a une phrase très forte exprimée par une personne concernée par le handicap. Il n'y a rien de pire que de vivre sans exister aux yeux des autres. Le thème de ce colloque nous rappelle cette dure réalité. Trop nombreuses sont encore les personnes qui vivent à nos côtés sans exister réellement à nos yeux dans la plénitude de leur être. Parler de santé sexuelle, c'est parler des questions qui restent souvent sans réponse pour les personnes en situation de handicap, leurs proches, mais aussi les professionnels. Parler de santé sexuelle, c'est bien évidemment parler de sexualité, mais c'est aussi parler de la vie affective, de la parentalité. Cela relève bien entendu des droits fondamentaux. Les textes de l'OMS relatifs à la santé sexuelle et aux droits sexuels, la Charte européenne des droits fondamentaux, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, Nations Unies en 2006, sont autant de marqueurs qui ont inscrit la vie affective et sexuelle et la parentalité comme des droits dont la personne ne peut être dépossédée. Ce sont par ailleurs des dimensions essentielles de la santé physique et mentale, du bien-être et de la qualité de vie, tout simplement. Pour autant, il faut bien dire que l'effectivité de ces droits n'est pas encore une réalité, quel que soit le lieu de vie des personnes. Il s'agit de sujets qu'il est toujours difficile à aborder, que ce soit en famille ou avec les professionnels. De nombreux défis doivent donc être relevés. Le premier et le plus évident est celui de prendre en compte cette dimension. Le prendre en compte lorsque la personne réfléchit à son projet de vie. Le prendre en compte lorsqu'on s'adresse aux proches aidants, souvent démunis face à ces problématiques. La prendre en compte dans les établissements et services qui accompagnent les personnes, en sensibilisant les professionnels, en mettant à leur disposition des ressources adaptées, en faisant évoluer les pratiques
pour permettre une vie affective, voire une vie en couple, y compris au sein des structures d'accueil collectives. Le second défi est de permettre l'accès aux ressources afin de mieux répondre aux besoins en ce domaine. Les lieux spécialisés, comme les centres ressources handicap et sexualité, le planning familial, la nouvelle convention pluriannuelle porte d'ailleurs spécifiquement sur ce sujet. L'accès aux soins gynécologiques, obstétriques et sexologiques. Le développement de consultations dédiées facilitera les choses, mais il est essentiel que les lieux de soins de droit commun soient également en capacité de répondre aux besoins des personnes handicapées. En milieu institutionnel, diverses initiatives ont ouvert la porte à davantage de respect de l'intimité. Participation des personnes au conseil de vie sociale ou à des groupes de parole, prise en compte de cette dimension dans des projets d'établissement, affichage de chartes sur la vie affective et sexuelle. Ces initiatives sont un pas en ce qu'elles associent les personnes et les professionnels dans un dialogue commun. En effet, la complémentarité, et je sais que vous y êtes très sensible, de l'expertise professionnelle et de l'expertise d'usage a tout son sens sur ce champ-là. Le développement de la pérédance que porte ce gouvernement pourra être un vecteur d'une meilleure prise en compte de la vie affective et sexuelle de toutes les personnes handicapées. Partir du vécu, des aspirations et du savoir expérientiel des personnes est essentiel pour éviter un risque majeur, celui de maintenir la personne en situation de handicap comme objet de soin, là où chaque être humain est avant tout vivant parce que sujet de désir, acteur responsable, libre décideur de ses choix de vie. La vie affective et sexuelle et la parentalité sont en effet beaucoup trop souvent abordées par le prisme technique, médical ou sécuritaire. Il est important d'aborder les questions de prévention en matière de maladies sexuellement transmissibles, de grossesse indésirable ou à risque, ou de violences sexuelles. Mais il faut cesser d'appréhender la vie affective, sensuelle et sexuelle des personnes en situation de handicap comme un vivier de risque uniquement. Cette vision nourrit le sentiment de culpabilité des personnes et peut anéantir leur capacité à formuler leurs propres désirs. Il s'agit d'un champ d'épanouissement, d'autonomie, dont le potentiel peut nourrir tous les aspects de la vie. Il suppose un changement de regard et une éducation pour tous, de tous. Il faut le reconnaître. La question de la santé sexuelle et de la parentalité, de la violence faite aux personnes en situation de handicap, doit être abordée sous l'angle de la citoyenneté. Et la ministre compte sur vous pour que ce soit le cas dans ce colloque. Elle sera très attentive aux propositions concrètes qui émergeront de cette journée de travail. Nous vous souhaitons des échanges constructifs. Bien, merci. Et il y a de beaux programmes, de beaux défis. C'est déjà en marche avec des pas. Nos relations permettront certainement de déboucher sur des collaborations intéressantes. Je voulais vous dire que vous retrouverez sur YouTube la semaine prochaine l'ensemble des symposiums séparés, donc ce sera très facile à voir. Ça ne passera pas une demi-heure par film. Et donc, des discours comme celui-ci qui engagent l'État, ils sont importants de pouvoir les diffuser et qu'ils soient entendus pour que ça puisse s'appliquer notamment dans les institutions et dans la vie privée. Merci de votre engagement. Une chaire UNESCO est nommée, entre autres, par l'UNESCO et représentée par sa commission nationale française de l'UNESCO. Nous avons présentement la diplomate Madame Claudine Serre, qui représente cette commission nationale française de l'UNESCO. À vous, Claudine. Merci beaucoup, Thierry. Il marche, ça va ? Oui, ça d'accord. Monsieur le secrétaire général du Comité interministériel du handicap,
cher Henri Troussier, cher Monsieur le professeur Troussier, Monsieur Ledouce de l'ADAPT, que je souhaiterais saluer également, Madame Géret et Monsieur Sébène, que je salue, et enfin vous tous et vous toutes, et en particulier la Commission nationale souhaiterait saluer les personnes, toutes les personnes qui sont porteuses de handicap et qui nous ont accueillis dans ce cadre ce matin très chaleureusement et qui sont avec nous toute la journée et qui effectuent un travail absolument formidable. Je vous demanderai de les saluer de notre part. Aujourd'hui en France, c'est un jour symbolique puisque est mis en scène un numéro vert pour les femmes handicapées atteintes de violences. Il semblerait en effet, comme vous le savez mieux que quiconque, que 80% de femmes, ce sont les chiffres que l'on donne, de femmes souffrant de handicap sont victimes à un moment donné de leur vie de violence. Le président de la Commission nationale française pour l'UNESCO, M. Daniel Janicot, ancien conseiller d'État, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, tient à saluer vivement, d'une part, le travail dynamique, courageux que vous, monsieur le professeur Troussier, ainsi que toute votre équipe et vos collègues, notamment madame Joëlle Mignot et monsieur le professeur Mandelbrot, accomplissez dans un esprit de solidarité qui nous fait à tous un très grand honneur. Je vous demande de l'applaudir au nom de la Commission nationale française pour l'UNESCO. De vous applaudir. Et de vous applaudir tous. Alors, qu'est-ce que c'est que la Commission nationale française pour l'UNESCO? Très rapidement, je vais vous évoquer cela. Vous savez, la France a l'honneur d'abriter sur son territoire, d'accueillir sur son territoire, très près d'ici, à quelques mètres d'ici, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour la science et la culture. Vous savez que ça a été une lutte de longue main qui s'est passée à Londres pour négocier, pour obtenir cette implantation. C'est Léon Blum, qui a été l'envoyé du général de Gaulle après-guerre, qui a réussi à obtenir cette institution des Nations Unies, qui est la seule sur ces questions et qui traite également les questions du handicap. Il a été convenu après-guerre qu'il y aurait dans chaque pays une commission nationale, c'est-à-dire une commission qui effectuerait le lien entre la société civile, les politiques et l'UNESCO, de manière, d'une part, à faire connaître l'UNESCO, mais surtout à faire connaître les actions de la France, que ce soit dans tous les domaines culturels, scientifiques, handicap. Et c'est pour cela que la Commission nationale a été inaugurée il y a 70 ans exactement, il y a 70 ans, par 2 prix Nobel. L'un, c'est Frédéric Joliot-Curie, et qui allait devenir prix Nobel, et qui venait d'être prix Nobel, et l'autre, c'était François Mauriac, qui allait devenir prix Nobel, qui allait être lauréat du prix Nobel de littérature. C'est dire toute l'importance que la France a toujours à accorder à cette commission, et nous en sommes très honorés, où il y a toujours des fortes personnalités qui sont à l'écoute et qui, précisément, tiennent à faire rayonner toutes les actions en faveur des droits de l'homme, des droits des femmes, et donc ceux qui vous concernent. Alors, il s'agit de constituer un réservoir de haut niveau. Et ce réservoir de haut niveau, et promouvoir les rôles de l'UNESCO et de ses valeurs, eh bien, il rentre dans le cadre des chaires UNESCO. Il y a une trentaine de chaires UNESCO qui sont considérées comme des chaires universitaires, mais des chaires d'excellence qui font rayonner, qui mettent en œuvre dans le cadre du développement durable toutes leurs actions. Et je dois vous dire que le président m'a demandé, de la Commission nationale, m'a demandé de féliciter vraiment la chaire UNESCO pour les droits sexuels et reproductifs, car vraiment vous faites un travail, cher professeur, qui est reconnu par tous et qui est cité. Donc, l'UNESCO est aussi une des agences des Nations Unies engagée dans la promotion et le soutien de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée en 2006, et qui constitue un cadre universel pour que les personnes, quel que soit leur handicap, doivent jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Nous sommes ici aujourd'hui dans une situation particulière, et Monsieur le secrétaire général évoquait tout à l'heure les Nations Unies. Monsieur le secrétaire général, c'est particulièrement
C'est particulièrement important aujourd'hui sur les questions de santé sexuelle, puisque la Commission nationale française pour l'UNESCO partage la préoccupation constante du système des Nations Unies sur l'application effective dans les sociétés civiles des droits de l'homme et des droits des femmes. Or, vous le savez, il y a l'accès des femmes, en particulier aux droits sexuels et reproductifs, dans plusieurs pays est menacé. Lors de la dernière session de la Commission du statut de la femme des Nations Unies, qui s'est tenue à New York du 13 au 24 mars de cette année, eh bien, à laquelle j'ai eu pour ma part l'honneur de figurer dans la délégation française, d'accompagner la ministre. Et à ce moment-là, nous nous sommes retrouvés lors de cette commission. Eh bien, c'est le moment où a été annoncé par un très grand pays qu'il allait supprimer 25% de son aide budgétaire, de sa contribution budgétaire au système des Nations Unies, et qu'il allait surtout arrêter tout financement d'une organisation, d'une ONG, qui aurait un contact avec une organisation qui pratiquerait des avortements. Et donc, de facto, un certain nombre de femmes, de jeunes filles et d'enfants de par le monde sont en situation de très grande précarité et de très grand danger. C'est la raison pour laquelle la Commission nationale a souhaité amplifier tout le travail pour 2017-2018 sur les questions des droits des femmes, des droits des enfants et la question également des droits à la santé sexuelle et reproductive. Cela, donc, il s'agit pour nous tous que la mise en œuvre de la Convention CEDAW, justement sur les droits des femmes, puisse être, qui connaît une régression en ce moment, puisse être mieux mise en œuvre, mieux connue par l'UNESCO. Nous allons organiser, la Commission va organiser une journée l'année prochaine à l'UNESCO avec d'autres États membres pour voir la manière dont ils mettent cette convention et comment pouvoir remédier à ces très grands dangers pour l'accès à la santé sexuelle et reproductive. Nous allons également monter un café femmes. La Commission pense qu'effectivement, il faut joindre le plus possible de grand public et également de jeunes hommes et femmes pour qu'ils soient plus au fait de ce qu'il se passe sur le plan historique d'implication pour le développement durable. Et donc, nous allons faire un café femmes où il y aura notamment les questions de mise en œuvre de ces conventions et nous allons inviter le professeur Troussier à venir témoigner à l'un de ces cafés femmes l'année prochaine et également à la journée qui aura lieu à l'UNESCO sur ces questions. Alors, donc, c'est dire combien la Commission nationale appuie tous vos travaux, considère qu'ils sont particulièrement actuels. Et pour conclure, permettez-moi de renvoyer à deux personnalités, deux fortes personnalités, dont l'esprit et dont la pensée nous accompagnent. 2017 est l'année où la grande Madame Simone Veil s'est éteinte. Vous savez, nous savons tous, Madame Simone Veil était une personnalité bien évidemment charismatique à l'UNESCO. Lorsqu'elle venait, c'était toujours un événement. Et Madame Simone Veil est donc, si je me trompe, à l'origine de toute cette loi sur le handicap de 1975 qui a changé la manière même de contribuer et de mettre en place une politique du handicap en France. Madame Simone Veil sera, donc 2018 sera une année pleine d'actions et de symboles qui doivent nous encourager, puisque Madame Simone Veil rejoindra le Panthéon avec son mari Antoine Veil l'année prochaine, Monsieur le Secrétaire général, si je ne me trompe, si le Président de la République en décide de la date, bien sûr. Mais aussi, ce sera l'année 2018. Nous avons donc deux grandes personnalités françaises qui nous accompagnent. C'est l'écrivaine, la femme de lettres, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, comme vous le savez, a mentionné, a joué un rôle prépondérant pour rappeler que les femmes étaient des sujets, des êtres humains, de désir, et a parlé considérablement de tous les droits à la santé sexuelle et reproductive dans son livre, dans son essai « Le deuxième sexe ». Mais ce n'est pas son seul engagement sur les questions également du handicap. Je vous recommande l'essai « La vieillesse », qui est un essai aussi fondamental que le deuxième sexe, qui est un essai qui est une référence pour de nombreuses délégations étrangères aux Nations Unies sur toutes les questions également de handicap et de manière dont on traite les personnes en situation de difficulté. Et Madame Simone de Beauvoir avait également lancé, au moment où Simone Veil
lançait cette campagne, ce plan pour le handicap, pour l'accès au handicap de 1975, cette loi, Simone de Beauvoir lançait une campagne dans le magazine, dans le mensuel Les Temps modernes, sur justement la manière dont les États les plus avancés permettaient aux personnes ayant un handicap d'avoir accès à la vie quotidienne. Et donc c'était une question qui lui remportait. 2018 sera le 110e anniversaire de sa naissance et la probable publication, je dis probable, ça n'est pas encore confirmé, publication de son œuvre dans la Pléiade. Il me semble, Monsieur le Secrétaire général, cher professeur, il me semble donc que de manière extrêmement dynamique et encourageante, l'esprit, l'action, le courage de Mesdames Simone Veil et Simone de Beauvoir peuvent accompagner les travaux d'aujourd'hui. Je vous remercie. Vous pouvez trouver les livres qu'a écrit Claudine Montaigne, qui est son nom d'écrivain, sur toute la bibliographie de Simone Veil. Merci d'être... De Beauvoir. Oui, pardon. De Beauvoir, Simone de Beauvoir. Bien, vous avez vu que nous avons souhaité à la fois intégrer les personnes en situation de handicap avec leur singularité dans l'aspect général et la vie de tous les jours. Donc c'est elles qui vous ont accueillis. Et tout ce travail a été réalisé grâce à une coordination avec l'ADAP. L'ADAP, c'est l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Nous avons aujourd'hui M. Dominique Ladouze, qui représente le président et le directeur général de l'ADAP. Je vous donne la parole. Merci. Oui, en effet, comme vous avez pu le constater, vous avez été accueillis par des personnes en situation de handicap, donc au niveau de l'accueil. Ce que je vous propose, en tout cas, c'est pour mieux faire connaissance avec ces personnes, c'est à la fois de vous présenter, mais surtout de vous recommander un petit ouvrage que vous trouverez à l'accueil, qui est notre projet associatif Vivre ensemble, égaux et différents pour la période 2016-2020, et qui s'efforce, à travers des valeurs, des missions, des philosophies et surtout des fiches actions, d'essayer de mettre en œuvre ce que nous voulons construire avec la personne en situation de handicap. Et de manière très simple, donc je vais vous présenter notre projet associatif. Particularité, c'est le fait qu'il a été construit avec le concours de plus de 3000 personnes à travers des forums ouverts. Forum ouvert, c'est le principe des acteurs qui apportent leurs idées, leurs sujets pour qu'on puisse en débattre, des consultations web, des consultations auprès de nos adhérents. Et donc la synthèse de ces travaux, je vais vous la présenter. Et tout d'abord, elle s'appuie sur 4 valeurs. Et moi, je vous inviterai au cours de cette journée, c'est vrai qu'on parle de la pleine participation des personnes en situation de handicap, c'est à travers les valeurs et puis surtout les grandes orientations un peu philosophiques que je vais vous présenter, d'avoir une grille de lecture sur chacun des sujets qui va être abordé et de réfléchir à la place de la personne en situation de handicap. Alors au niveau des valeurs, elles sont au nombre de 4, en tout cas au niveau de l'ADAP, celles qu'on s'efforce de porter. La première, alors parfois j'ai l'impression qu'elle est un peu galvaudée, mais elle se joue sur une multitude de petits détails, c'est ce qu'on appelle la pleine et entière citoyenneté. Et la pleine et entière citoyenneté, c'est vrai qu'elle se joue sur ces petits détails qui permettent à la personne d'être pleinement actrice, en tout cas de ses choix de vie. La seconde, et elle nous est indispensable à tous, c'est ce qu'on appelle la solidarité. Mais on rajoute un qualificatif, c'est la solidarité active. La troisième, celle qui a fait débat, en tout cas au niveau du conseil d'administration de l'association, c'est ce qu'on appelait la souveraineté. La souveraineté, c'est un mot qui n'est pas anodin, surtout un peu dans ce contexte actuel. Mais par ce mot, c'était de rappeler le fait que la personne en situation de handicap reste souveraine de ses choix. Et enfin, la quatrième valeur, qui parfois est rendue un peu difficile. Alors pour symbole, c'est vrai que nous sommes dans un ministère et donc parfois avec ces textes de loi qui encadrent ou sa réglementation, mais nous sommes attachés à ce que nous appelons la liberté, et la liberté dans l'action jusqu'à l'innovation. En tout cas, le souci toujours permanent pour une association de se remettre en cause, de se sentir libre pour pouvoir innover sur les solutions d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Ces valeurs, elles sont adossées à des missions au niveau de l'association. Elles sont au nombre de 7, mais je vais en citer que 2. La première, et puis c'est vrai que ça fait écho aussi à ce qui a été dit ce matin, notamment en ce qui concerne la violence faite aux femmes en situation de handicap, mais d'une manière plus générale. Mais c'est vrai que la violence, ça peut le prendre différentes formes, notamment aussi lorsque la question des droits
où l'accès aux droits ou le manque d'informations pour la personne en situation de handicap est rendu compliqué. Et donc notre première mission, en tout cas, c'est de faire valoir les droits des personnes en situation de handicap. Notre dernière mission, je vous invite à découvrir les autres, mais en tout cas la dernière, toujours dans ce souci de se remettre en cause, c'est ce qu'on a appelé élaborer de nouvelles réponses aux besoins des personnes. En tout cas, ça fait partie de notre ADN. En tout cas, toujours ce sujet d'innovation dans le souci d'élaborer de nouvelles réponses. Ensuite, au niveau de l'association, lorsqu'on a construit ce projet associatif, il nous a semblé important d'avoir, entre guillemets, 3 grandes orientations stratégiques. C'est ce qu'on appelle un peu notre grille philosophique dans la mise en œuvre de nos projets. La première, c'est ce qu'on a appelé sortir des catégories instituées pour les personnes handicapées et les acteurs. On veut dire parfois dans le microcosme du champ du handicap, on a un peu ses habitudes, ses points de repère, et puis lorsqu'on parle de pleine et entière citoyenneté, ça nous oblige à dépasser un peu les murs des établissements ou de changer un peu nos modes de pensée. C'est ce qu'on a appelé sortir des catégories instituées pour les personnes en situation de handicap et les acteurs. La seconde, très facile à dire, mais beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre, c'est ce qu'on a appelé penser l'action collectivement, en associant les parties prenantes en amont de toute réflexion. En tout cas, cette dimension de penser l'action ensemble nous paraît nécessaire et incontournable si on veut réussir cette pleine et entière citoyenneté de la personne en situation de handicap. Mais pour pouvoir la réussir, il faut aussi s'assurer, en tout cas de cette grande priorité stratégique, de contribuer, ce qu'on appelle entre guillemets, au prendre soin de la personne, en la rendant pleinement active dans ses choix. En tout cas, c'est comment, et là, ça fait écho donc à la notion de souveraineté. Et donc, dans nos projets, en tout cas, on s'efforce d'avoir ces 3 grandes orientations stratégiques pour s'assurer que nous sommes en phase entre ce que nous avons dit et écrit dans notre projet associatif et comment nous le mettons en œuvre. Après notre projet associatif, il a été défini autour de 9 priorités d'action. La première, c'est ce qu'on a appelé favoriser la capacité de décider et d'agir de la personne. Donc là, comment on s'assure qu'elle puisse être maîtresse de ses choix et les mettre en œuvre. La seconde, on en a fait une fiche action, mais ça a débattu aussi. En tout cas, elle se nomme « Développer la participation de tous les acteurs à la conduite des projets de l'ADAPT ». C'est comment on s'assure que les salariés, les bénévoles, nos partenaires, mais aussi et surtout principalement les personnes en situation de handicap que nous accompagnons, puissent être pleinement associées au projet de l'association. La troisième, c'est ce qu'on a appelé permettre et faciliter l'accès aux soins et optimiser les parcours de soins de la personne en situation de handicap. La quatrième, c'est ce qu'on a appelé accompagner dans la durée en entreprise la personne en situation de handicap. La cinquième, faciliter l'accès au logement. La question du logement, en tout cas, reste bien compliquée. Puis on l'a rajouté, une fois que la personne a trouvé un logement, c'est comment on s'assure de son épanouissement dans l'habitat, en tout cas dans la vie du quartier. La sixième, c'est ce qui a trait donc aux pratiques, favoriser les pratiques culturelles. Je saute la septième, puisque ça sera ma conclusion, introduction aussi sur le sujet. La huitième, c'est ce qu'on appelle favoriser les pratiques sportives. Et la neuvième, celle que nous avons eu des difficultés à mettre en œuvre dans notre précédent projet associatif, puisque nous le revisitons tous les 5 ans, c'est ce qu'on a appelé favoriser les transitions de la vie. Les transitions de la vie, posant la question de l'accompagnement des transitions, notamment de l'adolescence au passage à l'âge adulte, et de l'âge adulte au vieillissement, l'accompagnement des personnes handicapées vieillissantes. Et enfin, la septième, et naturellement, a fait écho donc, au thème de notre journée, c'est ce qu'on a appelé donc, favoriser l'épanouissement de la personne en situation de handicap dans sa vie affective, amoureuse, sexualité et parentalité. Je ne vais pas développer, puisque au cours de la journée, vous aurez un intervenant que je salue, Luis Di Ferias, qui est le pilote national de notre fiche action et qui est accompagné de notre administrateur référent de cette fiche action, Patrick Farfal. Tout ça pour vous dire qu'au-delà des mots, il y a aussi toute une organisation qui se met en place pour que nous puissions rendre de manière très concrète ce projet associatif. Et en parlant de manière très concrète, en termes d'action, l'ADAPT, avec son partenaire Crédavis, organisera l'année prochaine, au mois de juin, un festival qui s'appelle Ma sexualité n'est pas un handicap. Et donc, je vous invite à vous rapprocher aussi de nous pour que nous puissions travailler ensemble. Et donc, vous voyez qu'un an d'avance, on essaye de mettre en phase ce que nous disons, associer en amont toutes les parties prenantes au projet de l'ADAPT et de nos partenaires. Je vous remercie. Merci. La chaire UNESCO remercie l'ADAPT et le partenariat que nous avons signé ensemble. Et on voit qu'on a de nombreux points communs à développer stratégiquement.
Je voudrais remercier, pour finir, et donner la parole à mes 2 collègues et membres du comité exécutif de la chaire UNESCO, Madame Ingrid Géré, qui est avocate et qui s'occupe des droits internationaux au niveau de la commission de la WAS, la World Association for Sexual Health, et le docteur Arnaud Seven, qui quotidiennement s'occupe des personnes en situation de handicap au niveau notamment des sexualités. Alors, d'abord Madame Ingrid Géré, puis après, pour conclure, Monsieur Seven. Merci. Monsieur le secrétaire général, Madame la représentante du CNFU, Monsieur le représentant de l'ADAPT, je vous remercie pour ces propos positifs, encourageants et indispensables. Indispensables pourquoi ? Parce que dans le monde, plus d'1 milliard de personnes vivent avec un handicap sous une forme ou une autre. Et près de 200 millions d'entre elles présentent de très grandes difficultés fonctionnelles. En France, ce sont 12 millions de personnes qui sont touchées par le handicap. Dans les prochaines années, le handicap deviendra une préoccupation encore plus grande à cause de l'augmentation de sa prévalence, qui s'explique par le vieillissement des populations et le risque élevé de handicap chez les personnes âgées, mais aussi par l'accroissement mondial des problèmes de santé chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer ou bien encore les troubles de la santé mentale. Pour atteindre les perspectives d'un développement bien meilleur et de longue durée, au cœur des objectifs du développement durable, il est indispensable de donner aux personnes en situation de handicap les moyens d'accéder à une bonne santé sexuelle nécessaire à l'équilibre de leur vie et de faire entendre leur voix dans ce domaine. Alors, la santé sexuelle et le handicap, de quoi parle-t-on ? Les différentes dimensions de la santé sexuelle, émotionnelle, physique, sociale, mentale et spirituelle, telles que définies par l'OMS, sont en jeu, et donc le sujet ne se limite pas au droit à la sexualité. Les droits sexuels, comme vous l'avez expliqué, doivent être mobilisés afin d'accompagner la sexualité de la personne en situation de handicap dans le respect des textes internationaux et nationaux. Ce droit à la santé sexuelle suppose bien évidemment des libertés et des droits. La chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains souhaite, à travers cette journée d'échange, mettre en avant la participation sociale des personnes en situation de handicap comme l'expression majeure de l'exercice des droits sexuels qui permet à la personne de participer à une activité sexuelle en toute liberté dans le respect de la loi. La non-discrimination est un principe fondamental qui doit présider notre vision de la santé sexuelle des personnes en situation de handicap, car il est nécessaire de considérer la personne comme semblable pour pouvoir prendre ensuite en compte sa singularité. Cet accompagnement dans toutes les dimensions de la santé sexuelle et notamment dans le cadre de l'éducation à la sexualité ne peut se construire qu'avec la participation des personnes en situation de handicap afin de faciliter le passage de la non-sexualité à l'entrée dans la sexualité et la vie affective à travers des expériences significatives d'apprentissage à la vie sexuelle. Les débats qui vont suivre, j'en suis sûre, à n'en point douter, seront riches et variés et nous permettront de nous éclairer sur cet accompagnement global de la personne en situation de handicap et de son entourage dans la santé sexuelle. Arnaud, pour conclure cette table ronde. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Ce colloque a pour l'ambition de remobiliser sur un sujet qui pourrait paraître, pour certains en tout cas, non prioritaire. Et je tiens et nous tenons à remercier particulièrement la présence de M. Étienne Petit-Mangin, car je suis conscient que la présence d'un membre du ministère, d'un représentant du ministère à ce colloque n'était pas évidente. Il a dit, ne serait-ce déjà au minimum que pour des raisons de calendrier. Mais c'eût été regrettable, en cette période où un ensemble de mesures sont faites et de signes en faveur des personnes en situation de handicap ont été annoncés, de ne pas investir ce champ qui symbolise la plénitude de la vie des êtres, leur inscription dans le champ social, on l'a dit, et même dans le champ de l'humanité. Mais débattre autour de la sexualité fait encore peur. Il est vrai que cela nécessite un certain courage d'affronter des problèmes en lien avec la sexualité, de combattre l'ignorance et les préjugés, et parfois même les siens propres. Mais le seul risque auquel
on vous invite aujourd'hui, c'est celui de grandir ensemble, en partageant nos expériences, nos difficultés, nos révoltes, nos découvertes, et d'essayer d'envisager les pistes d'un avenir meilleur pour des personnes que nous voulons citoyennes à part entière. Pour cela, nous avons voulu, je pense que vous l'avez vu dans l'organisation de ce colloque, une présence forte des associations et des institutions, parce qu'une partie importante des solutions passeront par l'inspiration et la mobilisation des instances associatives, professionnelles ou représentatives des personnes handicapées. Et je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui sont présents et qui soutiennent ce colloque, M. Petit-Mangin, secrétaire général du comité interministériel du handicap, Mme Claudine Serre, de la Commission nationale française de l'UNESCO, le professeur Troussier, président de la chaire UNESCO, qui s'est dépensé sans compter pour l'organisation de ce colloque, ma collègue, maître Ingrid Geret, qui vient de parler, et tous ceux qui se sont mobilisés pour l'organisation de ce colloque, et en particulier l'ADAPT. La sexualité est bien entendu une expérience de plaisir, et cela, déjà, c'est pas facile à faire admettre. Mais plus encore, il s'agit d'une expérience existentielle, fondamentale, dont on ne peut pas accepter de priver une partie de la population au prétexte de sa différence, de préjugés, ou tout simplement de notre manque d'imagination, ou bien notre incapacité à les soutenir ou à les protéger. Je ne veux pas retarder davantage le début des interventions, mais je voudrais vous faire sentir les enjeux de la sexualité par ce texte que j'ai relevé à la fin d'un film réalisé par David Mackenzie, qui décrit l'étreinte charnelle de deux amants privés peu à peu tout au long du film de leur sens. Je vous cite. Un instant anodin, lumineux, un sursaut partagé du lobe temporal, une pensée entre ciel et terre, une conscience profonde de la joie d'être en vie, mais par-dessus tout, un besoin vital, impérieux, d'aller vers l'autre, de lui offrir la chaleur, la compréhension, la bienveillance, le pardon, l'amour. Il fait nuit maintenant, mais ils peuvent sentir leur souffle. Ils savent ce qu'ils doivent savoir. Ils s'embrassent, sentent leurs larmes sur leurs joues. S'il reste quelqu'un pour les voir, ils auraient l'air d'amants ordinaires qui se caressent le visage, les corps enlacés et les yeux fermés, indifférents au monde qui les entoure, parce que c'est ainsi que la vie continue, comme ça. C'est de ce corps utopique dont parlait Foucault dans l'une de ses conférences, c'est de ce corps utopique auquel l'existence nous condamne, tous, et plus encore certains autres, car il ne nous est jamais donné d'en sortir tout au long de notre existence, que, paradoxalement, naissent toutes les utopies, qui nous est possible par l'érotisme, mais Foucault, dans sa conférence, dit aussi, dit le terme « faire l'amour », qui nous est possible de sortir des limites qui sont les siennes et de l'apaiser. Je vous souhaite un excellent colloque. Bien, merci à tous. Sans plus tarder, nous allons commencer ce premier symposium. Merci sur la sexualité.